de mouvements qui ramenaient ensemble des citoyennes et des citoyens pour s'opposer à ce que j'appellerais une oligarchie contre laquelle nous n'avons pas encore trouvé les moyens démocratiques de lutter. Je prendrai la troisième question pour commencer. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ce cocktail dont vous avez parlé, ce cocktail où il y a de la religion, où il y a du nationalisme étroit, où il y a les débuts du fascisme sous toutes ses formes? Comment faire pour lutter contre cela? À mon avis, un mot qui est présent ici parmi nous, le mot laïcité, doit avoir tout son sens. C'est pas toujours facile. D'abord, beaucoup de gens considèrent que ce mot laïque, c'est un mot proprement français, qu'il n'a de sens qu'à partir de la division de l'Église et de l'État en 1905, laïcité, laïcité, on nous rebat les oreilles. En réalité, c'est beaucoup plus important. Et ça se trouve aussi bien, vous l'avez cité, Suzanne, dans le premier amendement de la Constitution américaine, la liberté d'expression. La laïcité, c'est de dire chacun a le droit de penser et de dire ce qu'il veut, à une condition, c'est de ne pas vouloir imposer à d'autres sa façon de régler les problèmes fondamentaux de la religion, de la croyance, de la foi. Bon, alors, qui est-ce qui est actuellement derrière ces cocktails? Eh bien, on va y retrouver chaque fois les forces de l'oligarchie financière. Et quand je parle d'oligarchie, je parle d'un système dans lequel des hommes de moins en moins nombreux exercent des pouvoirs de plus en plus vifs et violents. Que l'on ait fait des grandes entreprises, oui, bien sûr, c'est plus facile de faire des actions dans une grande entreprise que dans une petite, mais si les entreprises s'achètent mutuellement au point que seulement subsistent au bout d'un temps les très très grandes qui n'ont plus aucune raison, comme le dit Suzanne, de ne pas faire exactement ce qu'ils veulent, là nous rencontrons ce que je considère comme le triangle fondamental, composé des forces financières d'une part, des forces politiques d'autre part, et des citoyennes et citoyens du troisième côté. Actuellement, les citoyens et citoyennes ne sont pas seulement incapables d'imposer leur volonté au pouvoir politique, à leur gouvernement, ils en sont empêchés par le fonctionnement encore très insatisfaisant de toutes nos démocraties. La Belgique, hélas, a montré pendant des années la difficulté de diriger une démocratie. Je demande au ciel qu'il permette à la Belgique de garder ce qu'elle vient d'acquérir, une capacité de se diriger. Il y a donc ces démocraties insatisfaisantes, insuffisantes, et il y a les citoyens. Et c'est là que je voudrais mettre un moment d'optimisme. Je me suis trouvé, à cause du succès incroyable de mon petit livre qui appelait les gens à s'indigner. C'est facile, tout le monde a envie de s'indigner. Ce n'est pas du tout suffisant. Il faut aller au-delà. Il faut voir ce que l'on peut faire après s'être indigné. Mais que des gens nombreux, dans de nombreuses régions du monde, aient pensé qu'ils avaient quelque chose à faire pour que les choses changent. C'est ça, à mon avis, qui est le nouvel aspect de la mondialité ou de la mondialisation. J'aime pas beaucoup ce terme mondialisation, et ça veut dire, mais mondialité, nous vivons dans un ensemble où effectivement les communications sont de plus en plus rapides et de plus en plus efficaces, et où par conséquent chacune et chacun d'entre nous peut se sentir co-responsable. Or,
liberté et responsabilité vont ensemble. Si nous voulons essayer d'être libres, il faut nous dire responsables. Par conséquent, il ne faut pas laisser à d'autres le souci de changer ce qui est inacceptable dans le fonctionnement du monde aujourd'hui. Cette inacceptabilité s'est accrue de façon, à mon avis, comment dit-on, à une rapidité formidable au cours des 30 dernières années. Encore, dans les dernières années du XXe siècle, nous avons réussi, grâce aux Nations Unies, à réunir quelques grandes conférences, celle de Pékin sur les femmes, sujet important, celle de Rio sur l'environnement, qui n'a pas eu les suites que cela devait avoir, celle de Copenhague sur les progrès de la démocratie économique. Et il y a eu un moment en l'an 2000 où on a réuni au sein des Nations Unies une conférence des organisations non gouvernementales à qui on a demandé de définir quels étaient les 8 objectifs principaux du développement mondial. Là, nous étions dans une mondialité constructive. Effectivement, les problèmes qu'il faut désormais essayer de résoudre pour tous, aussi bien pour les émergents que pour les anciens, que pour les plus pauvres, ce sont les problèmes de la faim, ce sont les problèmes de l'eau, ce sont les problèmes de l'énergie. Il faut prendre connaissance d'un petit livre qui s'appelle le manifeste Négawatt, pas mégawatt, mais Négawatt, qui explique que si nous voulons un jour nous débarrasser des énergies non renouvelables, qui par conséquent ont une durée limitée, du pétrole, il n'y en aura pas toujours, du gaz, pas toujours, de l'uranium, pas toujours, ces énergies non renouvelables. Il faut en faire l'économie et nous axer sur les énergies renouvelables, qui sont le soleil, qui sont l'eau, qui sont la terre, la biomasse, la forêt. Donc, cette capacité à envisager un monde harmonieux, un monde laïque, bien sûr, laïque, et harmonieux, elle existait en l'an 2000, et quand les 2 tours sont tombées à Manhattan, il y a eu un départ de cela. Et nous avons connu 10 années malheureuses, où nous nous sommes défaits des espoirs qui étaient forts à la fin du XXe siècle. Et nous sommes contrevenus aux grands principes qui figurent là dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans tous les textes qui lui ont succédé. Bref, je dépasse probablement déjà les 15 minutes qui me sont attribuées, mais je voudrais vous dire à chacune et à chacun d'entre vous qui vous êtes réunis dans cette salle sous la responsabilité de ce mot laïcité, ce mot précieux. Je voudrais vous dire, il appartient à chacune et à chacun d'entre vous de ne pas vous laisser décourager. Oui, les forces qui essayent d'imposer à la mondialité leur façon de la concevoir, et dont Suzanne George a très très bien redressé le tableau. Ces forces-là ne sont pas plus puissantes que n'importe quelles autres forces. Elles ont besoin du fait que les hommes et les femmes du monde considèrent qu'ils n'ont rien à faire pour que ça change. Ils ont tort. Ces forces-là ne résisteront pas à une volonté ferme, une volonté de réforme du fonctionnement du monde, substituant à ce qui a été un monde de cupidité, de concurrence souvent déloyale, de compétitivité à tout craint, de vouloir toujours plus que l'autre et que le voisin, substituer à ce monde-là dans lequel malheureusement vous vivez encore,
moi ça va bientôt être fini, mais vous allez y vivre encore de longues années. Il faut le remplacer par un monde qui aurait subi une métamorphose, qui serait devenu un monde de la compassion, du respect mutuel, de la volonté de vivre solidairement entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas encore. Ce monde-là est possible. Il existera si nous sommes assez nombreux pour le vouloir. Alors pour terminer le premier tour de ce panel,